Turc fut une de ces personnes dont on ne connaît les prix qu'après l'avoir perdu. Telle était après sa mort la phrase de la cure et de la vie, les sentiments unanimes partout. Turc était natif de Nancy, département de la Meurthe. On doit avoir lu plus haute l'origine de sa fortune. Napoléon l'avait trouvé dans les trains au siège de Toulon et s'y intéressa tout d'abord. Depuis, il s'y était attaché chaque jour davantage. Et l'on pourrait même dire qu'il ne s'était plus quitté. J'ai dit ailleurs avoir étendu de l'ombre qui est dans toute sa carrière de rock seul avait possédé sa confiance aveugle et reçu tous ses franchement, Zorek n'était pas brillant, mais il avait un excellent jugement et il rendait des services. Et c'est aussi elle que sa modestie et leur nature laissaient un peu connaître. Zorek aimait l'empereur peu lui-même. C'était à l'homme privé surtout qu'il portait son dévouement bien plus qu'au monarque, en recevant et accueillant les sensations intimes du français. Il avait acquis les secrets, peut-être les droits, de les adoucir et de les diriger. Combien de fois n'a-t-il pas dit à l'oreille des gens consternés par la colère de l'empereur? Laissez-le aller, il dit ce qu'il sent, non ce qu'il pense, ni ce qu'il fera demain. Quel serviteur, quel ami, quel trésor que celui-là. Que d'éclat il a arrêté qui d'autre reçu dans les premiers mouvements qu'il n'a pas exécuté, sachant qu'on lui en serait gré le lendemain. L'empereur s'était fait à cette espèce de rangement tacite et ne s'en abandonnait que davantage à cette explosion qu'arrache parfois la nature et qui soulage par son épanchement. Turc périt de la manière la plus malheureuse dans un moment bien critique et sa mort fut encore une des fatalités de la carrière de Napoléon. Le lendemain de la bataille de Würken, sur le soir, le léger combat de Reichenbach venait de finir sous les coups avions cessé. Turc, du haut d'une éminence causant avec le général Kirchner, observait à l'écart la retraite de dernier rang ennemi. Une pièce fut ajustée sur ce groupe doré et le fatal boulet fit périr les deux généraux. Turc influait plus qu'on ne pense sur les déterminations de l'empereur. Sa mort a peut-être été sous ce rapport une calamité nationale. On a des raisons de croire que s'il eût vécu, l'armistice de Dresde qui nous a perdus n'aurait pas eu lieu. On eût poussé jusqu'à l'odeur et au-delà. Alors les ennemis nous ont incité de cet instant à la paix et nous y ont échappé à leurs machinations, à leur intrigue et surtout à la longue, basse et atroce perfidie du cabinet autrichien qui nous a perdus. Plus tard, Turc eut encore influé sur d'autres grands événements et fait prendre sans doute une autre face aux affaires. Enfin, plus tard encore, lors de la chute de Napoléon, Turc n'eut certainement pas séparé ses destinées de celles de l'empereur. Turc se fut trouvé avec nous à Sainte-Hélène. C'est que suffit peut-être peu contrebalancer en Napoléon tous les horribles tourments dont on prétendait de brevet. Bessières du département d'où l'eau fut jetée par la Révolution dans la carrière des armes. Il débuta par être simple soldat dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, devenu plus tard officier des chasseurs. Des actes d'une bravoure personnelle extraordinaire attireront l'attention du général en chef de l'armée d'Italie qui, lorsqu'il créa ses guides, choisit Bessieres pour les commander. Voilà les commencements de Bessieres et
l'origine de sa fortune. À compter de cet instant, on le retrouve toujours à la tête de la garde du consul ou de la garde impériale dans des charges des réserves. Décidons la victoire ou recueillons ses fruits. Ce nom se rattache noblement à toutes nos belles batailles. Messieurs grandit avec l'homme qui l'avait distingué et reçu une part abondante des faveurs que répondit l'empereur et fut fait maréchal d'empire, duc district, colonel de la cavalerie de la garde. Ces qualités se développant avec les circonstances les montreront toujours à la hauteur de sa fortune. On vivait constamment bon, humain, généreux, d'une loyauté, d'une droiture antique, soldat, homme de bien et citoyen, honnête homme, il employa souvent sa haute faveur et des services et à des obligeances spéciales, même en dépit d'opinions contraires. Je connais des gens qui, s'ils voulons être reconnaissants, répéteront avec moi et pourront justifier en lui des sentiments bien noblement hauts. Bessières était adoré de la garde, au milieu de laquelle il passait sa vie. À la bataille de Wagram, un boulet les renversa de son cheval sans lui causer d'autres dommages. Ce fut un cri de douleur dans toute la garde. Aussi Napoléon lui dit-il en le retrouvant: « Messieurs, le boulet qui vous a frappé a fait pleurer tout ma garde. Remerciez-le. Il doit vous être bien cher. » Moi, heureux à l'ouverture de la campagne de Saxe, la veille même de la bataille de Lutzen, dans une circonstance assez insignifiante, s'étant porté en avant au milieu des tirailleurs, il fut frappé dans la poitrine d'un boulet qui le renversa la mort. Il avait vécu comme bailleur et mourut comme terrain. J'avais conversé avec lui bien peu de temps avant ce funeste événement. Là, les hasards nous avaient réunis tête à tête en loge particulière au théâtre où, après avoir causé des affaires qui affectaient fort, car il idolâtrait la patrie, son dernier mot en me quittant fut qu'il portait pour l'armée dans la nuit et qu'il désirait que nous pouvions nous revoir, car, ajoutait-il, dans la crise des circonstances et avec nos jeunes soldats, c'est à nous autres chefs à ne pas nous épargner. Et là, il ne devait plus revenir. Bessières aimait sincèrement l'empereur, lui portait une espèce d'écoute. Il n'eut certainement pas plus que de abandonner ni sa personne ni ses destinées. Il semble que le sort si décidément prononcé contre Napoléon dans ses derniers moments en lui élevant deux amis aussi vrais, ce soit plus à lui ôter la plus douce jouissance et priver de ses plus fidèles serviteurs de le plus beau titre de gloire, celui de la reconnaissance envers le malheur. L'empereur avait fait transporter aux Invalides à Paris le reste de deux hommes qu'il aimait et dont il se savait tant aimé. Il leur réservait des honneurs extraordinaires. Les événements qui ont suivi les en ont privé, mais l'histoire dont les pages sont plus impérissables encore que la marbre et la bronze les ont consacrés à jamais. Elle les sauve plus toujours de l'oubli des hommes. 21. Nos jours, ces passions, comme chacun le soupçonne dans une grande et stupide monotonie, l'ennui, les souvenirs, la mélancolie étaient nos dangereux ennemis. Le travail, notre grand, notre unique refuge. L'empereur suivait très régulièrement ses occupations. L'anglais était devenu pour lui une affaire importante. Il y avait près de 15 jours qu'il avait pris sa première leçon, et à compter de cet instant, quelques heures tous les jours depuis midi avions été employés à cette étude, tantôt avec une ardeur vraiment admirable, tantôt avec un dégoût visible. Alternative que
m'entretenais moi-même dans une véritable anxiété. J'attachais la plus grande importance au succès et je craignais chaque jour de devoir abandonner les efforts de la veille, d'en être pour l'envie mortelle que j'aurais causée sur les résultats heureux que je m'étais promis. D'un autre côté, chaque jour aussi, j'étais aiguillonnée davantage en me voyant approcher du bout auquel j'attendais. L'acquisition de l'anglais pour l'empereur était une véritable et sérieuse conquête. Jadis, il lui en coûtait, disait-il, annuellement pour des simples traductions 100 000 écus. Et encore, observait-il, les avait-il bien à un point nominé, étaient-elles fidèles? Aujourd'hui, nous nous trouvions emprisonnés au milieu de cette langue, enterrés de ses productions. Tous les grands changements, toutes les grandes questions de l'empereur avaient crié sur les continents avaient été traitées par les Anglais en sens opposé. C'était autant de faces nouvelles pour l'empereur, auxquelles elles étaient jusque-là demeurées étrangères. Qu'on ajoute que les livres français étaient rares parmi nous, que l'empereur les connaissait toutes et les avait relus jusqu'à c'était tandis que nous pouvions nous en procurer une foule d'anglais tout à fait neufs pour lui. Enfin, l'acquisition de la langue d'un étranger devient un titre à ses yeux. C'est un agrément pour soi, un véritable avantage. C'est une facilité de parler, en quelque sorte, un commencement de liaison pour tous deux. Quoi qu'il en soit, je percevais déjà le terme de nos difficultés. J'entrevoyais le moment où l'empereur traversait toutes les difficultés inévitables du commencement. Mais concevez-le, si l'on peut, tout ce qui devait être pour lui l'étude scolastique, des conjugaisons, des déclinaisons, des articles. On ne pouvait y être parvenu qu'avec un grand courage de la part de l'écolier, un véritable artifice de la part du maître. Il me demandait souvent s'il ne méritait pas de férules. Il devinait leur heureuse influence dans les écoles. Il eût avancé davantage, disait-il gaiement, si eux allaient craindre. Il se plaignait de n'avoir pas assez de progrès. Ils auraient été immenses pour qui que ce fût. Plus l'esprit est grand, rapide, étendu, moins il peut s'arrêter sur des détails réguliers et minutieux. L'empereur qui saisissait avec une merveilleuse facilité tout ce qui regardait le raisonnement de la langue. On avait fort peu dès qu'il s'agissait de son mécanisme matériel. C'était une vive intelligence et une forte mauvaise mémoire. C'était ce qui le désolé y trouvait qu'il n'avançait pas. Dès que je pouvais soumettre les objets en question à quelques lois ou analogies régulières, c'était classé, saisi à l'instant. Le collier devançait même alors le mettre dans les applications et les conséquences. Mais fallait-il retenir par cœur et répéter les éléments bruts? C'était une grande affaire. On prenait sans cesse les uns pour les autres et il serait devenu trop fastidieux d'exiger d'abord une trop scrupuleuse régularité. Une autre difficulté, c'est qu'avec les mêmes lettres, les mêmes voyelles, ces mots, nous demandions une toute autre prononciation. Le collier ne voulait reconnaître que la nôtre et le maître, découpler les difficultés et l'ennui. Si voulu exiger mieux, enfin le collier, même dans sa propre langue, avait l'avenir d'estropier les noms propres, les mots étrangers et les prononcer tout à fait à son gré. Et une fois sorti de sa bouche, quoi qu'on fît, ils demeuraient toujours là même parce qu'il les avait une fois pour toutes logés de la sorte dans sa tête. Si ce qui ne manqua
pas dérivé pour la plupart de nos mots anglais et le maître dut avoir la sagesse et l'indulgence de s'en contenter, laissant autant à rectifier peu à peu s'il était jamais possible toutes ces incorrections de ces concours des circonstances. Il naquit véritablement une nouvelle langue. Elle n'était entendue que de moi, il est vrai, mais elle procurait à l'enfant la lecture de l'anglais, et il eut peu à toute rigueur se faire entendre par cri dans cette langue. C'était déjà beaucoup, c'était tout.